toutes et à tous et bienvenue sur Service Gagnant, l'émission des sports de raquettes. On est ravis de vous retrouver pour le premier épisode de l'année. Driss Kamel est toujours là pour m'accompagner. Naël Guillemard et Daniel Kolchanov sont les chroniqueurs du jour. Qui dit nouvelle année dit nouvelle saison. Les sports de raquettes ont fait leur rentrée en ce début de janvier. Avant de parler de celle-ci, nous reviendrons sur l'exploit de Christo Popov. Mais avant ça, le traditionnel Flash Info. Le coup d'envoi de la saison ATP se donne comme chaque année de l'autre côté du globe. Cette semaine ont lieu les ATP 250 de Brisbane et Hong Kong. En Australie, Giovanni Mpetshi Pericard affronte Rinky et Jikata après avoir sorti Tommy Paul au premier tour. Quentin Alice a lui aussi réussi son entrée. Après être sorti des qualifications, il a éliminé Alexei Popyrin et affrontera demain Brandon Nakashima. Hugo Humbert s'est lui incliné cruellement. Le Messin a eu 2 balles de match contre Cameron Norrie mais s'est incliné en 3-7. Du côté d'Hong Kong, le tenant du titre, Alexandre Muller, affrontera au deuxième tour Marcos Giron après sa victoire contre Kekmanovic. Après son exploit au World Tour Final de badminton, Christo Popov redescend de son nuage. Une défaite en simple dès le premier tour à l'Open de Malaisie contre Min Chik Liu. Il emporte le premier set avant de s'écrouler dans les 2 suivants. Aujourd'hui en double, il s'est encore incliné avec son frère Thomas Junior. Même scénario qu'en simple, un set gagné avant de perdre les 2 derniers. À 11 jours de l'Open d'Australie, celui-ci a annoncé une dotation record. Au total, 111 millions d'euros seront reversés aux participants, une augmentation de 16% par rapport à la dernière édition. Le vainqueur, femmes et hommes, repartiront avec pas moins de 2,38 millions d'euros. Ceux éliminés au premier tour recevront 85 000 euros. En plus de cette dotation, il faut rappeler que le Grand Chelem australien organise un One Points Match où un amateur, s'il remporte un poids contre un professionnel, repartira avec 1 million d'euros. Les WTT Champions de Doha ont commencé aujourd'hui. Il y a quelques minutes, Alexis Lebrun s'est fait éliminer face au Coréen Jang Woo-jin. Une défaite en 5-7. Le Français a pris les 2 premiers sets avant de perdre le fil du match. Flavien Coton, lui aussi, a perdu son match d'entrée. Une défaite logique en 3-7 contre le Chinois Lin Shindong. Félix Lebrun, premier Français au classement mondial, est actuellement en lice contre l'Allemand et numéro 20 mondial Patrick Franziska. La United Cup a également lieu cette semaine. Ce tournoi de tennis mixte oppose les meilleures équipes du monde. L'équipe de France, composée de Arthur Hinderknecht ou Léolia Jean-Jean, s'est hélas inclinée dès les phases de poule. La Suisse de Stan Wawrinka et les États-Unis, tenants du titre, sont en demi-finale, tandis que les 2 autres quarts de finale verront s'affronter l'Australie à la Pologne et la Belgique à la République tchèque. Évoquons maintenant l'exploit retentissant de la fin d'année 2025. Le plus grand exploit de l'histoire du badminton français a eu lieu du 17 décembre au 21, Naël Guillemard. Décembre dernier, le badminton français a vécu un moment tout simplement historique. À Hangzhou, en Chine, lors des BWF World Tour Finals, Christo Popov a réalisé ce qu'aucun Français n'avait jamais accompli auparavant. Remporter le tournoi des maîtres, l'épreuve qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la planète sur l'ensemble de la saison. Un exploit immense parce que les World Tour Finals, ce n'est pas un tournoi comme les autres, on n'y entre pas sur invitation ou sur un coup d'éclat ponctuel, on s'y qualifie sur la régularité sur une saison entière de très haut niveau, et Christo Popov y est allé pour écrire l'histoire. Une joie justifiée à seulement 23 ans, Christo Popov devient donc le premier joueur français à inscrire son nom au palmarès des World Tour Finals, une compétition dominée depuis toujours par les nations asiatiques et plus récemment par le Danemark. Et le Français a réalisé un chemin plus que remarquable. Son parcours à Hangzhou est remarquable de maîtrise. En phase de groupe, Popov s'impose face à des adversaires mieux classés sans jamais sembler dépassé par l'enjeu. Il se hisse pour la première fois pour un Français jusqu'en finale et cette finale restera pour sûr comme l'un des grands moments du badminton français. Face à lui, le numéro 1 mondial Shi Yuqi, double vainqueur des World Tour Finals et favori logique porté par le public chinois. Le premier set est très accroché, les échanges sont longs, intenses, chacun impose son jeu, mais Christo Popov fait preuve d'un sang-froid remarquable, ce qu'on attendait pourtant de son adversaire, lui permettant de l'emporter 21-19. Ce premier set change totalement la physionomie du match. Dans le second set, Popov prend rapidement l'ascendant, il impose son rythme, varie les zones et profite des fautes de Shi Yuqi, qui semble gêné par sa blessure au tendon d'Achille datant d'il y a 1 mois auparavant. Résultat, un 21-9 sans appel qui scelle une victoire aussi nette qu'historique. Et maintenant, on peut dire que Christo fait partie des plus grands. Effectivement, battre le numéro 1 mondial en finale des BWF World Tour Finals en 2-7, c'est plus qu'un exploit, c'est la preuve que Christo Popov a désormais sa place tout en haut de la hiérarchie mondiale. 11 volants de match. Il est tout proche du but, Christo.
Et c'est fait. Cette fois encore, il n'y va pas. Chiyuki, trop court, se fait déborder par Christo Popov. Le Français écrit l'histoire aujourd'hui. Il remporte les World Tour Finals. Ce succès n'est pas un coup de chance, il s'inscrit dans une montée en puissance continue du joueur tricolore sur la scène internationale. Sur le plan technique, le tournoi de Christo Popov est une véritable démonstration de badminton moderne. D'abord la qualité de son jeu de jambes, Popov a constamment pris la balle tôt, coupant les trajectoires, imposant un rythme élevé à ses adversaires. Peu de temps mort, peu de volants subis, mais l'aspect le plus marquant reste sans doute la gestion des temps faibles. Là où beaucoup auraient craqué sous la pression d'un tel événement, Popov a fait preuve d'un calme remarquable, acceptant de défendre, de prolonger les échanges et de construire ses points avec patience. Cette victoire au World Tour Finals change clairement de dimension le badminton français. Elle envoie un message fort, la France peut désormais gagner au plus haut niveau mondial dans une discipline historiquement verrouillée. Avec cette victoire, le Français monte à la 6e place du classement devant son compatriote Alex Lanier. On souhaite maintenant que pour Christo Popov, ce titre ne soit pas un aboutissement, mais un point de départ, celui d'un joueur qui désormais ne se contente plus de rivaliser avec l'élite, mais qui la bat. Maintenant, celui qui s'entraîne à Fos-sur-Mer va devoir confirmer. Son objectif est clair, viser les Jeux Olympiques 2028. En 2024, il n'était pas présent. Merci Naël. La saison 2026 de tennis est lancée ce 2 janvier avec la United Cup, mais aussi avec les ATP 250 de Brisbane et de Hong Kong. Et Daniel, cette année, ressemble surtout à un duel inévitable entre les deux prétendants au trône et des adieux qui se préparent. Exactement, si 2024 était l'année de la transition, 2025 celle de la confirmation, 2026 sera celle de l'apogée d'un 1 contre 1 au sommet. On a un véritable changement d'air, presque sans s'en rendre compte. Le patron du circuit, ce n'est plus un membre du Big Three depuis déjà 2 ans. C'est un duo composé de Yannick Sinner et de Carlos Alcaraz. L'an dernier, ils se sont partagés les 4 grands chelems de chacun, l'Open d'Australie et Wimbledon pour l'Italien, Roland Garros et l'US Open pour l'Espagnol. C'est devenu le nouveau classico du sport mondial. On a vraiment l'impression qu'ils sont seuls au monde, non Daniel? Personne ne peut venir briser ce duel. Pour l'instant, il semble que les deux soient imperturbables. Un Sinner avec impitoyable qui a terminé 2025 sur une victoire aux ATP Finals de Turin. Et on a Alcaraz, le génie créatif qui a terminé premier au classement ATP et à la race, une première depuis 2022. Ce qui était fascinant l'an passé, c'est que les deux ne se contentaient plus que de seulement gagner, ils se poussaient mutuellement vers la perfection. Sinner en écrasant ses adversaires et en expédiant ses matchs, que ce soit en 2 ou 3 sets. On rappelle qu'à Roland Garros, jusqu'en finale, il n'a concédé aucun set, même contre Djokovic. Et Alcaraz, il gagnait, mais nous inventait des coups dont seul lui a le secret sur le circuit aujourd'hui. Et en étant clutch à des moments super importants, je pense évidemment à la remontée des enfers à Roland Garros contre Sinner. Ces deux tennisman avec des styles de jeu complètement différents, mais qui dominent le tennis mondial, comme quoi il n'y a pas de recette exacte à suivre pour atteindre le gratin. Et au milieu de ce tennis nouvelle génération, il y a les anciens, ceux qui nous ont fait vibrer pendant plus de 20 ans. Oui, et c'est là que le cœur serre un peu. 2026, c'est la tournée d'adieu officielle pour 2 géants. Gaël Monfils l'a annoncé, à 39 ans, ce sera sa dernière danse. Le Français veut finir à 40 ans, chez lui, probablement à Bercy, ou après une ultime folie. On va perdre le dernier showman, celui qui nous rappelait que le tennis était aussi un spectacle. Et puis, il y a aussi Stan Wawrinka. Le Suisse a lui aussi prévenu, le livre se fermera en fin d'année. À 41 ans, avec son revers à une main qui appartient désormais au patrimoine mondial, il va dire au revoir. Imaginez, c'est la fin de toute une époque de la balle jaune qui s'évapore sous nos yeux. Et Novak Djokovic dans tout ça, il est toujours là, mais pour combien de temps ? C'est la grande question de cette saison. Le Serbe entame ce qu'on pourrait appeler sa première dernière saison. Il a 38 ans, il a tout gagné. Il a son 25e grand chelem en ligne de mire pour devenir l'unique recordman absolu. Mais pour la première fois, on le sent humain. Il ne court plus après le classement, il court après l'histoire. Il a déjà dit qu'il visait les JO de Los Angeles en 2028. Mais entre nous, si Sinner et Alcaraz verrouillent toute cette année, est-ce que l'envie sera toujours là en fin 2026 ? C'est le suspense de cette année. Voir si le dernier rescapé du Big Three
peut encore résister et ne pas couler plus bas que cette 4e place l'an passé. On va donc savourer chaque match de Monfils et Wawrinka, mais aussi de Djokovic, tout en surveillant le trône. On pourra retrouver la Monf le 12 janvier lors de l'ATP 250 d'Auckland, qu'il avait d'ailleurs remporté l'année dernière. Et Wawrinka aussi, qui a déjà réalisé une United Cup remarquable en atteignant la demi-finale en battant sur son passage Arthur Hinderknecht dans un duel de plus de 3 heures. Novak Djokovic a quant à lui fait forfait et on le retrouvera donc à l'Open d'Australie. Merci Daniel, nous allons rentrer maintenant un peu plus en détail maintenant dans cette saison qui s'annonce. Match point. Alors les gars, je vous ai demandé de venir chacun avec un prono risqué sur cette saison 2026 qui s'annonce et moi aussi je suis venu avec un prono risqué. Alors je vais commencer par Driss. Driss, dis-nous ton pronostic risqué pour cette saison. Alors, bon, c'est peut-être pas le prono le plus risqué de la table, je pense, mais je dirais que Daniil Medvedev va faire une grosse saison cette année. Quand tu parles de grosse saison, c'est quoi pour toi? Alors, grosse saison, je vais pas aller jusqu'à dire qu'il va remporter un grand chelem, parce qu'avec Alcaraz et Sinner, ça paraît quand même très compliqué, mais au moins être très régulier sur la saison, notamment Masters 1000, D'accord. et C'est... en grand chelem faire quand même de beaux parcours. Ça peut s'appeler pronostic risqué parce qu'on rappelle Medvedev est sorti d'une saison très compliquée, il a plusieurs fois changé de coach, il s'est séparé de son coach historique Gilles Servara et il s'est mis avec un duo de coach, je n'ai plus les noms, désolé. Mais effectivement, Medvedev peut peut-être faire une belle saison, il a bien commencé, il vient de passer ses 2 premiers tours. Moi j'ai une question pour Driss, est-ce que ça va se traduire par un titre? Bah alors, un titre, ça dépend. 250, de 500, En 250, je pense que oui quand même. Il en a déjà gagné l'année dernière malgré une saison difficile, Exactement, Almaty. c'était son premier titre depuis 2 ans d'ailleurs, depuis le Oui, Masters 1000 de exactement. Rome. Donc oui, des titres, je pense que oui. Combien? Ok. Maintenant, ah ouais, Ah, on va dans la dans- précision. on rentre dans un jeu précis quand même là. Je prends le nectar là, vas-y. Allez, on va dire minimum 5. Oula, sacrée saison Ah qui oui, s'annonce oui. pour Medvedev, on voit Grosse saison, on va c'est Medvedev. grosse saison. Hein. la pieuvre comme on l'appelle revenir au plus haut niveau. J'aime bien ce pronostic risqué, on verra. Daniel, c'est quoi le tien? Moi j'ai un peu fait un truc original, j'ai dit que Shelton allait remporter 2 Masters 1000 d'affilée. C'est quoi, C'est- le Sunshine Double, Miami, Indian Wells? Pour moi, ouais, Toronto, Cincinnati. Ok. Comme il a fait l'année dernière pour Toronto, Il a gagné mais Toronto. Cincinnati, ça a été compliqué. Et peut-être, je l'attends aussi sur Indian Wells et Miami. C'est quoi? C'est un pronostic risqué effectivement, mais qui peut se c'est réaliser. possible parce que Shelton, personnellement, je le vois rentrer dans le top 5 et rester vraiment durablement dans ce top 5, c'est mon avis. Top 5. Ah, vraiment, Shelton, c'est l'exemple parfait de la nouvelle génération, ces joueurs modernes qui frappent vraiment fort, qui se déplacent vraiment bien, et je pense vraiment qu'il peut s'installer durablement dans ce top 5. On l'a vu avec cette fin de saison où il gagne Toronto, et c'était un des seuls à vraiment avoir ce jeu en fait qui va peut-être lui permettre d'aller haut et d'y rester. Et lui, Merci. en plus, c'est un maître du dur, donc Exactement. sur ses. Et très bon aussi sur gazon parce que Shelton a l'un des meilleurs services du circuit, voire top 3 des services du circuit. Donc sur Exactement. gazon il est fort et sur terre battue il se déplace bien. C'est donc un pari risqué, mais qui peut se réaliser, donc Effectivement, j'aime bien. parfait. Naël, maintenant, dis-nous ton pari risqué. Mon pronostic risqué va complètement à l'encontre de donc vous deux, parce que je connais déjà Oula. le tien. Après en avoir parlé avec mon ami Jules Stéphos, on en est conclu à dire que pour nous, Lirner Tien, donc 26e au classement ATP, Oui. pour moi, à la fin de la saison, sera devant Joao Fonseca. Parce Oh, que, Ah là 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 évidemment, là là. Voilà, il est, on y est. il Un est avis. très fort sur dur, et donc étant donné que la grande partie de la saison se fait en dur, j'ai du mal. J'adore Fonseca, il est très 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 beau à regarder. Maintenant, pour moi, il a beaucoup de mal, et il en aura encore cette année à être régulier. J'ai du mal à le voir atteindre le top, rien que le top 10. Je pense que je peux dire donc mon pronostic risqué à moi qui va rejoindre le tien, puisque pour moi Fonseca va s'introduire dans le top 10 cette année. Voilà, c'est mon Furtivement. pronostic. Pas furtivement, vous allez voir, il va vraiment s'introduire dans le top 10 parce que Il va finir top 10. qu'on dise les mots, Fonseca est le seul à avoir le potentiel pour aller gêner les deux monstres, Sinner et Alcaraz. C'est vraiment le seul qu'il a. Le potentiel, mais pour moi, ce sera Ce pas sera pas dans cette année, ce vous sera avez dans, 3 dans ans, quelques 4 ans, années, Fonseca, ouais. là, son corps, il y a cette interrogation sur son corps puisqu'il a fait encore forfait, on le verra, En plus. je crois, à Auckland, je ne sais plus s'il est sur la liste d'inscription, mais Fonseca, c'est un joueur qui se déplace à une vitesse phénoménale Ah sur oui. le court, une puissance extraordinaire, et c'est justement cette puissance qui, pour l'instant, l'empêche d'aller viser plus haut, puisque il envoie fort, des fois il va trop fort et ses balles sortent, il fait beaucoup de fautes, mais dès qu'il aura réglé ce petit problème qui est sûrement mental, vous allez voir, et il va le régler, vous allez voir qu'il va parfait.
L'année dernière, il avait éliminé Rublev dès le début à l'Open d'Australie. Oui. Je pense qu'il va faire de gros parcours en Grand Chelem. Attention à Roland Garros, il peut vraiment faire mal sur terre battue. Et Lirner Tien, je suis d'accord avec toi, il a fait un et encore, il a été très en difficulté au début du Next Gen. Le Next Gen, c'est le tournoi où la nouvelle génération s'affronte. Et c'est Lirner Tien qui l'a gagné, mais il a failli se faire sortir dès les phases de poule face à des jeunes joueurs qui sont encore au-delà du top 100. Mais Lirner Tien est un joueur très régulier, un peu atypique quand on voit cette nouvelle génération, puisqu'il finalement c'est Il pas un joue pas joueur vraiment qui frappe, qui joue en puissance, c'est plutôt un joueur de fond qui va jouer dans la régularité. Mais je vois quand même Fonseca bien devant et je vois Fonseca rentrer dans le top 10. En tout cas, il a plus de potentiel, Fonseca, d'intégrer le top 10 ou le top 5 un jour que Lirner Tien. Ah oui, Moi, non, évidemment, il a plus de... Je le vois aller maximum top 20, je le vois pas aller plus haut. Non, c'est sûr que Fonseca a plus de potentiel, c'est parce que je dis, pour moi, Fonseca est un joueur que j'adore regarder, etc. Il est très impressionnant. Maintenant, pour moi, il a beaucoup trop de problèmes d'irrégularité, et pour moi, c'est pas un problème qui va régler cette année, voire même l'année prochaine. Pour moi, il va mettre un peu de temps. Qui n'a que 19 ans. Évidemment, c'est pour ça. C'est justement pour ça. Mais justement, moi je vous dis que cette année, on va voir. La réponse, on l'aura vite. Parce que s'il performe pour moi, c'est dans ce début d'année entre l'Open d'Australie et Roland Garros. Et je pense qu'il va réussir parce que c'est un joueur extraordinaire qui peut vraiment aller très loin, ce joueur au Fonseca. Et surtout à 19 ans, il faut qu'il se donne de la confiance. Donc c'est sûr que s'il réussit son début d'année, là il peut devenir très vite inarrêtable. Après, voilà, pour moi, ça va être encore un peu compliqué, un peu tôt. Bien sûr, les gars, merci pour ces pronostics risqués. On va voir en fin d'année qui aura raison, qui sera devant, Tien ou Fonseca. Est-ce que Medvedev aura réussi à remporter ses nombreux titres? On verra donc. Et Shelton, les deux se doubler en Masters 1000. Merci les gars. Maintenant, on va terminer cette émission par le classique, le quiz. Alors, je vous ai préparé ce quiz, 5 questions sur... Oui, François en régie qui vient d'ailleurs, merci encore François de faire la régie de service gagnant. Donc 5 questions sur la saison 2025. Il y a des questions simples, des questions, on va voir si vous avez bien suivi. Oui. La première, elle est plutôt simple, ça va être plutôt de la vitesse. Quelle joueuse a remporté Roland Garros? Sabalenka. Non, j'ai les gars. Oh là 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 là, c'est un drame. Là, le plateau n'a pas suivi. Coco Gauff. Daniel là. Coco Gauff, bien sûr les gars, Coco Gauff. Complètement zappé. Là, c'était un échec total. Coco Gauff, elle a battu en finale Arina Sabalenka justement. Et c'était son deuxième grand chelem après l'US Open 2023. Donc voilà, Coco Gauff. Putain, mais comment on l'a pas eu directement? C'est vraiment... Attention les gars, j'ai eu un trou de fou. fou. Le deuxième, ça peut être piégeux. Qui est le dernier Français à avoir remporté un titre sur le circuit? Donc c'était en 2020. Undernesh. Non. Hugo Humbert. Hugo Humbert, Daniel là encore, 2 points. C'est Marseille, non? Il a le titre, c'était à l'ATP 250 de Marseille, la dernière d'ailleurs, hélas. Au 13, et oui, c'est une des saisons compliquées. On a eu Alex Muller d'ailleurs qui est en train de défendre son titre, comme on l'a dit en début d'émission à Hong Kong. Et on a eu qu'est-ce que je raconte? On a eu Monfils qui a remporté Auckland et Hugo Humbert, mais depuis rien du tout. Mais la cousinade. Son cousin l'a devancé. La troisième question, 2 points pour Daniel et c'est tout pour l'instant. Quel joueur a continué sa malédiction en 2025 de ne jamais remporter un titre en perdant une 5e finale? Davidovich Fokina. Sans même que je lise la question, Daniel il est présent, il est là, il est en train de tout massacrer. Et oui, alors c'est rare parce que Davidovich Fokina est un joueur installé dans le top 20 depuis de nombreuses années, qui a même fait une finale à Monte-Carlo, mais l'Espagnol a perdu toutes ses finales et c'est rare qu'un joueur de ce niveau-là, de ce potentiel-là, n'a aucun titre. 5 finales perdues, dont une cette année à Washington face à l'Alex de Minaur, alors qu'il avait 2 balles de match, il s'est fait remonter, il a perdu. Bravo Daniel il a déjà remporté ce quiz, mais on va quand même poser la dernière question. La concu, elle est où là? Combien de Masters 1000 Yannick Sinner a-t-il loupé à cause de sa suspension? 3. 4. C'est Driss qui l'a eu, désolé François, c'est Driss. C'est effectivement 4. On rappelle, Sinner a eu une suspension de 3 mois pour un contrôle positif au Clostable. Il a donc loupé Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome. Madrid. Non. C'est pas Rome. Il a loupé Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Madrid et il est revenu à Rome. Après, il en a loupé d'autres, mais c'était pas pour sa suspension. C'était pour des blessures ou des périodes de repos. Dernière question. On peut remporter 5 points sur cette question. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça peut se rejouer. Bizarre. Non, tu vas écouter. Je pense pas que quelqu'un aura les 5 points, ce serait très fort. Okay. Pour la première fois dans l'histoire, 5 joueurs
ont remporté leur premier Masters 1000 dans une seule saison. Qui sont-ils? Vachereau. Vachereau. Où? Je veux En Chine, à Shanghai. Un point pour Daniel. Mensik, Mensik, oui, François. Shelton. Où il a gagné Mensik? Mensik, Shelton, il a gagné à Toronto. Oui, Mensik, Mensik, Miami. il a gagné à Miami. Miami. Donc, Ouais, rappeur, où? L'autre, Indian Wells. Indian Wells, c'est ça. Et il y en a un dernier. Un dernier Masters 1000. Indice, il a failli être numéro 1 mondial. Ça s'est joué sur un match. Ça s'est joué sur un match. Le 5e nouveau. Le 5e nouveau, c'est un joueur qui a été 2e mondial. Quoi? 2e mondial. Un indice, c'était sur terre battue. Ah, bah non. Rude, non. Exactement. Ah, mais Et oui, non. Casper Ruud. Casper Ruud. Premier Masters 1000, Casper Casper Ruud, bon, Je pensais pour qu'il en avait l'anecdote, gagné il a avant. failli être numéro 1 mondial lors de la Oui. finale. 2022, US Open du US Open 2022. 2022. Ouais, t'as raison. S'il ouais. gagnait contre Alcaraz en finale, il était numéro 1 mondial. Il s'est incliné face au À génie Madrid. Alcaraz. Et c'était à Madrid. À Madrid, Il a remporté son ouais. premier Masters 1000. Enfin, il remporte un grand titre parce que Casper Ruud, Seule il a cette belle chose étiquette qu'il a de fait je ne cette gagne que saison, des ATP d'ailleurs. 250 derrière la tête. Bon, merci Daniel, tu Ouais, remportes c'était haut la pas mal. main ce quiz. Bravo à toi. Ouais, merci. Merci à toi. à Naël d'être venu sur l'émission et à mon acolyte Driss d'être toujours là et François en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Open d'Australie. Passez une bonne soirée.